Et ce Made in banlieue, ça regroupe quoi? Alors, ce label, c'est dire quoi? Il y a des produits qui sont fabriqués là-bas, des entreprises, des formations? Alors, le label Made in banlieue, il est aujourd'hui le référentiel, puisque quand vous faites un label, il faut un référentiel. On le fait avec l'AFNOR, que vous connaissez, donc c'est très sérieux. Carré. Et ce label, ce référentiel comporte 2 volets. Je vais résumer. Un volet qui est un peu process. On va labelliser des entreprises pour dire qu'elles sont bien organisées en interne, qu'il y a un système d'information, qu'il y a des fiches de poste, qu'on sait qui fait quoi, que l'informatique est bien sécurisée, etc. Donc ça, c'est de manière très vulgarisée, c'est un peu le côté process de l'entreprise. En ayant le label Made in banlieue, c'est que vous êtes organisé et vous êtes structuré. Et puis il y a un deuxième volet qui est un volet qui est lié aux achats responsables. Alors là, on va rentrer un petit peu dans la législation. Je vous la fais très vulgarisée. Il y a une directive européenne qui s'appelle CSRD, qui va obliger, et qui oblige, depuis janvier 2025, les grands groupes à faire des achats un peu particuliers, ce qu'on appelle des achats responsables. C'est-à-dire à trouver des fournisseurs qui sont par exemple dans des territoires pauvres. C'est le cas des TPE-PME. Donc nous, dans le label, on a mis tous les critères qui sont alignés avec la CSRD et les normes ESG, qui sont des normes à impact social. Et donc, quand l'entreprise sera de banlieue et labellisée Made in banlieue, le directeur des achats de L'Oréal, d'Accor, etc., quand il verra labellisé Made in banlieue, il dira ça, non seulement c'est un fournisseur sérieux, mais en plus ça va me régler un problème à moi, fournisseur, parce qu'il faut que je rende des comptes sur la directive européenne à la fin de l'année. Donc hop, je vais me récupérer et ça me facilitera le travail. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce label? C'est que simplement on donne une clé aux entreprises installées en banlieue pour pouvoir être référencées auprès des grands groupes privés. On aura dans un deuxième temps à travailler avec les appels d'offres publics. Oui. Et là, ça risque d'être très très compliqué parce que la législation sur les appels d'offres publics et la loi est très compliquée à bouger. Oui, en fait, là, ce que vous avez expliqué, ce label-là, c'est un fléchage un petit peu, pas de l'épargne, mais des achats. Ouais. C'est un petit peu ce qu'on a toujours attendu en Europe et en France sur le Small Business Act aux États-Unis, qui fait justement dans la commande publique de commander à des petites entreprises. Là, c'est aussi de commander aux petites entreprises qui sont dans les banlieues. Qui sont dans les banlieues. Alors, dans le référentiel, il y a, pour être labellisé, il faut recruter localement, il faut prendre des stagiaires. Enfin, il y a des choses très très concrètes et qui sont contrôlées. Et ensuite, les vérificateurs, les auditeurs, pour reprendre le terme, de l'AFNOR, iront tous les 2 ans vérifier dans l'entreprise pour voir si le label a été respecté. En tout cas, le référentiel du label a été respecté. Oui, d'accord. Écoutez, moi c'est pas mal. Sur toutes ces solutions, vous l'aurez constaté, ça coûte 0 à l'État. C'est des initiatives privées où tout le monde y gagne. Les acteurs privés sont privés et leur objectif c'est quand même de gagner de l'argent. Et en même temps, on a un impact social très concret sur les stages, sur l'alternance, sur l'emploi dans ces territoires. Notre vision avec Choose Banlieue et Choose France, c'est aussi d'essayer d'attirer des investisseurs et de passer, ce que vous disiez tout à l'heure sur les logements, c'est de passer de la cité dortoir, parce que ces cités ont été structurées pour que les gens y dorment, partent le matin et rentrent le soir, d'une cité dortoir à une cité productive. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas productives aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, mais qui vont travailler. C'est qu'on puisse avoir une quote-part sur ces territoires, une partie de logement social, une partie de logement en pleine propriété, et puis aussi du foncier pour les entreprises, pour les bureaux, etc. Et il ne vous aura pas échappé que dans certaines banlieues, on a une dominante de logements sociaux plus que de bureaux, ou pas du tout de bureaux, même pour certaines. Donc il faut, et d'ailleurs d'autres banlieues un peu plus aisées, c'est plutôt l'inverse. Pas de logements sociaux et beaucoup de bureaux. Donc les excès ne sont jamais bons, il faut trouver un équilibre et il faut aussi que cet équilibre se retrouve en banlieue. Oui, je suis d'accord sur les équilibres et cette idée de foyer social et de pouvoir être logé, on y reviendra une prochaine fois, un peu n'importe où de façon diffuse. Je pense que c'est quand même important de sortir les gens de, comme vous dites, quiconque que l'on met ensemble. Moi, quand j'ai fait mon expérience aux États-Unis, c'est sûr, si on mettait tous les Français au même endroit, après on reste entre nous et on vivait à la française là où on était. C'est juste
un réflexe de communauté lorsqu'on est regroupé ensemble. Mais quand vous le choisissez, c'est une chose. Si vous et moi, on prend l'avion, on va à New York, c'est notre instinct qui va nous guider à dire, bon, où est le quartier français? Nos premiers pas, on va les faire avec les Français. Pourquoi? Parce qu'ils nous connaissent et en plus, ça va être notre sas pour cette société américaine qu'on ne connaît pas encore, etc. Ça, c'est une chose. C'en est une autre, de subir et de dire, monsieur Philippe, vous venez d'arriver, on va vous mettre, mais vous auriez beau dire non, mais je ne veux pas y aller. Si vous n'avez pas le choix, c'est ça ou c'est rien. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec le logement social, c'est ça. C'est monsieur, vous êtes d'origine africaine subsaharienne, on va vous mettre là, et si vous dites non, mais moi j'ai pas envie d'être avec mes camarades du village, je suis pas venu ici pour vivre avec mes camarades du village, je veux être ailleurs, monsieur c'est ça ou rien? Et évidemment que vous prenez. Ouais. Et c'est encore une fois, je le dis, c'est pas un hasard si dans tous les quartiers de France, on a des blocs homogènes comme ça, ethnico-religieux, avec maghrébins, turcs, etc. C'est vraiment pas un hasard. Et je pense qu'il faut interroger les commissions d'attribution de logement. Oui, pourquoi ils font ça? D'abord, qui fait ça? Qui? C'est l'attribution. Oui, mais qui donne les ordres? D'où vient cette directive? Qui l'applique? Et pourquoi? On est à l'ère de l'intelligence artificielle. On pourrait très bien avoir un logiciel qui ventile les personnes en fonction de leur profil social et non pas en fonction de leur origine ethnique ou religieuse. Tout à fait. Donc c'est un sujet. Non mais c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps aussi. C'est un beau lapsus. Oui, c'est un beau lapsus. Des fois, il y a des lapsus qui valent le coup. Non, mais ça me fait penser, comme je vous ai dit, moi j'ai un appartement que j'ai récupéré après un viager, donc qui était dans son jus, et j'ai profité de l'ANA pour le réhabiliter. Et en contrepartie, je devais le louer en logement social avec intermédiation. Et effectivement, c'est quelqu'un issu de l'immigration, enfin quelqu'un qui vient d'arriver, hein, pas quelqu'un de, comme vous disiez tout à l'heure, pas un Français. Mais cette personne-là se retrouve dans un immeuble complètement classique, c'est-à-dire qui n'est pas dans un quartier de banlieue et qui n'est pas une tour, comme vous dites, avec juste des personnes. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est vraiment du goutte à goutte. Voilà, Mais je trouve que c'est pour une intégration. Pour un primo-entrepreneur, je trouve que c'est la meilleure façon de s'intégrer dans une société qu'on ne connaît pas. D'arriver, moi il m'est arrivé de passer 4 ans au Sénégal pour y avoir créé une société là-bas. J'ai pas souhaité habiter avec les Français. Mon appartement était dans un quartier de classe moyenne sénégalaise parce que je voulais comprendre et côtoyer les Sénégalais au quotidien et savoir de quoi ils vivaient, comment ils voyaient le monde, leur société, etc. Et ça vous permet de mieux comprendre le pays et la société dans laquelle vous êtes. Évidemment, si vous mettez, pour reprendre votre exemple, si on va à New York et qu'on reste qu'entre Français, oui, la compréhension de la société américaine, de son esprit et de tout ce qui n'est pas palpable, ça va être un peu plus compliqué si on côtoie tous les jours des Normands et des Bretons. Ce que vous venez de dire là me rappelé une anecdote. Bon, moi, c'était dans les années 2000, et donc j'étais à Palo Alto, parce que j'étais dans la tech. Et c'est à l'époque où est sorti le film East Palo Alto, Gangster Paradise. Je ne sais pas si vous voyez remettez la chose. Mais moi, je ne savais pas. Donc un jour, je suis allé avec ma voiture, j'ai passé le pont et je suis allé à East Palo Alto, le coupe-gorge entre guillemets, mais sans le savoir, pour changer mes pneus. Et quand je suis revenu et que j'ai raconté à mon bureau que j'étais là-bas, ils m'ont tous pris pour des fous parce qu'ils pensaient que... C'est vrai que j'avais senti une petite insécurité dans l'endroit où j'ai changé mes pneus. Les gens pensaient que j'étais de la police parce que peut-être qu'ils n'avaient jamais vu un blanc dans le quartier. Mais bon, j'en suis revenu. Et même pour vous dire, après, je me suis inscrit à un programme, parce que vous savez, les Américains, les grosses boîtes ont des programmes de volontaires. Et je suis allé faire de la lecture dans des écoles. C'était des écoles de East Palo Alto, justement. Donc j'étais accueilli de façon sécurisée. Hein, et c'est vrai que c'était des quartiers assez, on va dire, très populaires. Et je me rappelle, j'ai lu Le Petit Prince. Alors je l'avais acheté en anglais. Et j'ai lu, bon pas tout, hein, mais je lisais quelques chapitres du Petit Prince à des étudiants, c'était des écoles primaires, voilà, et avec des professeurs qui étaient ravis, qui ont dit ce livre a l'air génial, on va l'acheter. Donc, ouais, un petit moyen de passer, mais voilà, c'était des fois, comme on dit, des fois ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait, parce que des fois, si on ne vous dit pas tout, vous le faites sans le savoir, et à la fin ça marche.